Je me tenais là, debout à l'entrée du château de Versailles, un lieu que je n'aurais jamais imaginé visiter dans de telles circonstances. Les jardins à la française s'étendaient à perte de vue, témoin silencieux de mon hésitation. Ma main tremblante reposait sur mon ventre rond de 8 mois, l'autre serrant un petit paquet mal emballé. Le bruit des festivités s'échappait par les portes entr'ouvertes, un mélange de rire, de musique classique et de tintements de verre qui contrastait violemment avec le tumulte de mes pensées. C'était le mariage du frère de mon mari, Théo. Un événement auquel je n'avais pas été invitée, officiellement. Les mots de Lucas, mon époux, résonnaient encore dans ma tête. Reste à la maison, Élodie. Repose-toi. Personne ne remarquera ton absence. Son ton, empreint de mépris à peine voilé, m'avait blessé plus que je ne voulais l'admettre. Mais j'étais là, défiant ses ordres, convaincu que ma place était parmi la famille, malgré tout. Je pris une profonde inspiration, rassemblant le peu de courage qui me restait. Mon cœur battait la chamade tandis que je franchissais le seuil, pénétrant dans un monde de luxe et d'opulence qui semblait si éloigné de ma réalité quotidienne. La salle de bal était somptueuse, illuminée par des lustres en cristal qui projetaient une lueur dorée sur les invités élégamment vêtus. Les arrangements floraux, savant mélange de roses blanches et de lys, embaumaient l'air d'un parfum délicat. Dès mon entrée, je sentis les regards se tourner vers moi. Des murmures s'élevèrent, formant une vague qui se propagea à travers la foule. Ma robe simple, bien que jolie, jurait terriblement avec les tenues haute couture qui m'entouraient. Je me sentais comme une intruse, une tache sur un tableau parfait. Mes yeux scrutèrent anxieusement la salle, à la recherche d'un visage familier, d'un refuge dans cette mer d'inconnus. C'est alors que je l'aperçus. Lucas se tenait près du bar, un verre de champagne à la main, entouré d'un groupe d'hommes en costume. Nos regards se croisèrent et je vis son visage se durcir instantanément. La colère qui assombrit ses traits me fit frissonner. Il s'excusa auprès de ses compagnons et se dirigea vers moi d'un pas décidé. Chacun de ses pas résonnait comme un compte à rebours dans ma tête. Je savais que j'allais payer pour ma désobéissance, mais je ne pouvais plus reculer maintenant. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-il entre ses dents, saisissant mon bras avec une force qui me fit grimacer. « Je t'avais dit de rester à la maison. » Je tentais de garder mon calme, consciente des regards curieux qui nous entouraient. Je voulais juste partager ce moment avec la famille, Lucas. C'est le mariage de ton frère, après tout. Son emprise se resserra, ses doigts s'enfonçant dans ma chair. Tu n'as rien à faire ici. Tu nous fais honte avec ton apparence. Ces mots me blessèrent profondément, mais je refusais de le laisser voir à quel point il m'atteignait. Tu ne pensais quand même pas que j'allais rester enfermée à la maison pendant que tout le monde célébrait, répliquai-je, ma voix tremblante trahissant mon anxiété. Lucas jeta un coup d'œil autour de nous, visiblement gêné par l'attention que nous attirions. Il me tira vers un coin plus discret de la salle, loin des regards indiscrets. Je le suivis, mon cœur battant à tout rompre, partagé entre la peur et un sentiment de rébellion qui grandissait en moi. « Écoute-moi bien, Élodie, murmura-t-il d'un ton menaçant. Tu vas partir d'ici immédiatement. Je ne veux pas te voir ruiner cette journée pour Théo et Sarah. » Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais je les retins. « Je suis ta femme, Lucas. La mère de ton enfant. J'ai le droit d'être ici autant que n'importe qui d'autre. » Son visage se tordit en une grimace de dégoût. « Tu n'es rien d'autre qu'un fardeau. Regarde-toi, tu es ridicule dans cette robe. Tu crois vraiment que quelqu'un veut te voir dans cet état ?» Chaque mot était comme un coup de poignard. Je baissai les yeux vers mon ventre, sentant notre bébé bouger comme pour me rappeler sa présence. Cette petite vie en moi me donna la force de relever la tête. Je ne partirai pas, Lucas. Je suis venue célébrer avec la famille, et c'est ce que je vais faire. Sa mâchoire se crispa, et je vis une lueur dangereuse s'allumer dans ses yeux. Avant que je ne puisse réagir, il leva la main. Je fermai les yeux, attendant le coup, mais il ne vint jamais. « Lucas !» Une voix féminine interrompit notre confrontation. J'ouvris les yeux pour voir Marie, la mère de Lucas, s'approcher de nous. Son visage affichait un sourire forcé, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Ah, Élodie, ma chérie. Je ne savais pas que tu venais, dit-elle en m'embrassant sur les 2 joues.
Son parfum coûteux m'enveloppa, me rappelant à quel point j'étais étrangère à ce monde. Lucas laissa retomber sa main, son visage reprenant instantanément une expression neutre. Maman, Élodie ne se sentait pas bien. J'allais justement la raccompagner à la maison. Marie me regarda avec une fausse sympathie. Oh, ma pauvre. Ce n'est vraiment pas un endroit pour une femme dans ton état. Tu devrais te reposer. Je me sentis prise au piège, coincée entre la fausse sollicitude de ma belle-mère et la colère à peine contenue de mon mari. Mais quelque chose en moi refusait de céder. Je vais bien, merci Marie, répondis-je avec un sourire forcé. Je tenais vraiment à être présente pour Théo et Sarah. Marie échangea un regard avec Lucas, un de ces regards lourds de sens que seuls les membres d'une famille peuvent comprendre. Bien sûr, ma chérie. Mais promets-moi de ne pas trop forcer. Ces événements peuvent être si fatigants. Je hochai la tête, reconnaissante pour cette trêve momentanée. Lucas, sentant qu'il ne pouvait plus me forcer à partir sans créer un scandale, s'éloigna à contre-séhur, non sans me lancer un dernier regard d'avertissement. Restée seule avec Marie, je tentais de trouver mes marques dans cette foule étincelante. Ma belle-mère, fidèle à son rôle de maîtresse de maison parfaite, entreprit de me présenter à quelques invités, tout en gardant une main ferme sur mon bras, comme pour s'assurer que je ne m'éloigne pas trop. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de visages inconnus, de conversations polies et de sourires forcés. Je sentais constamment le regard de Lucas sur moi, me surveillant de loin. Malgré la beauté des lieux et la gaieté apparente de l'événement, je me sentais plus seule que jamais. Le moment tant attendu de la cérémonie arriva enfin. Théo et Sarah échangèrent leurs vœux dans les jardins du château, sous un arc fleuri. Debout au fond de l'assemblée, j'observais la scène avec un mélange de joie pour le couple et de tristesse pour ma propre situation. Les mots d'amour et de dévotion éternelle résonnaient comme une cruelle ironie à mes oreilles. Alors que les invités applaudissaient les nouveaux mariés, je sentis une vague de nausée me submerger. La fatigue, le stress et l'émotion de la journée commençaient à peser lourdement sur moi. Je m'excusai discrètement et me dirigeai vers les toilettes, cherchant un moment de répit. Dans le calme relatif de la salle de bain luxueuse, je me regardais dans le miroir. Mon reflet me renvoyait l'image d'une femme épuisée, les yeux cernés et le teint pâle. Je passai de l'eau froide sur mon visage, essayant de reprendre contenance. C'est alors que j'entendis la porte s'ouvrir. Lucas entra, verrouillant la porte derrière lui. Son visage était un masque de fureur contenue. « Tu as eu ce que tu voulais ?» demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. « Tu as réussi à te donner en spectacle ?» Je reculai instinctivement, mon dos heurtant le marbre froid du lavabo. « Lucas, s'il te plaît. Je voulais juste être là pour ton frère. » Il s'approcha, envahissant mon espace personnel. Je pouvais sentir l'odeur de l'alcool dans son haleine. « Tu mens. Tu es venu pour me provoquer, pour me ridiculiser devant tout le monde. » La peur me paralysait, mais une petite voix en moi refusait de se taire. « Non, Lucas. J'ai le droit d'être ici. Je fais partie de cette famille, que tu le veuilles ou non. » Ses yeux s'assombrirent dangereusement. « Tu ne fais partie de rien du tout. Tu n'es qu'une erreur, un fardeau dont je dois me traîner. » Ces mots me blessèrent profondément, mais ils réveillèrent aussi quelque chose en moi. Une colère longtemps réprimée, un désir de me battre pour ma dignité. « Je suis ta femme, Lucas. La mère de ton enfant. Comment peux-tu me traiter ainsi ?» Il ricana, un son sans joie qui me glaça le sang. « Ma femme ? Tu n'es rien d'autre qu'une obligation. Une erreur de jeunesse que je traîne comme un boulet. » Chaque mot était comme un coup de poignard, mais je refusais de baisser les yeux. « Si c'est ce que tu penses vraiment, alors peut-être devrions-nous. » Je n'eus pas le temps de finir ma phrase. La main de Lucas s'abattit sur ma joue avec une force qui me fit vaciller. La douleur explosa dans mon visage, et je sentis le goût métallique du sang dans ma bouche. Choquée, je portai ma main à ma joue, les yeux écarquillés d'incrédulité. Lucas me regardait, sa main encore levée, comme surpris par son propre geste. Un silence lourd s'installa entre nous, rompu seulement par le bruit étouffé de la musique qui nous parvenait de la salle de réception. Dans ce moment suspendu, je réalisai que quelque chose venait de se briser irrémédiablement entre nous.
La porte des toilettes s'ouvrit brusquement, faisant sursauter Lucas. Une femme d'un certain âge, que je reconnus comme une amie de la famille, nous regarda avec stupéfaction. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, son regard allant de mon visage rougi à l'expression coupable de Lucas. Je saisis cette opportunité pour m'échapper, bousculant Lucas au passage. Je traversai la foule en trombe, ignorant les regards curieux et les murmures sur mon passage. Mon seul objectif était de sortir de cet endroit, de m'éloigner de Lucas et de cette famille qui ne m'avait jamais vraiment accepté. Alors que je franchissais les portes du château, l'air frais de la nuit me frappa au visage, mêlant ses larmes aux miennes. Je m'arrêtai un instant, une main sur mon ventre, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. C'est à ce moment-là que je pris vraiment conscience de ma situation. Seule, enceinte, sans endroit où aller. La réalité de ce que je venais de vivre me frappa de plein fouet. Ce n'était pas seulement une dispute de plus, c'était un point de non-retour. Alors que je commençais à marcher dans l'allée, sans vraiment savoir où j'allais, j'entendis des pas rapides derrière moi. Mon cœur se serra, craignant que ce soit Lucas. Mais la voix qui m'appela était celle de Sarah, la nouvelle épouse de Théo. « Élodie. Attends. » Je me retournai pour voir la mariée courir vers moi, sa robe blanche flottant derrière elle comme un fantôme dans la nuit. Elle s'arrêta devant moi, essoufflée, ses yeux brillants d'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» J'ai vu Lucas sortir des toilettes, il avait l'air. Je ne sais pas, mais quelque chose n'allait pas. Je tentai de sourire, mais mes lèvres tremblaient trop. Ce n'est rien, Sarah. Je ne me sentais pas bien. Je vais rentrer me reposer. Sarah me regarda, peu convaincue. Elle prit doucement ma main dans la sienne. Sarah me regarda avec une inquiétude grandissante, ses yeux scrutant mon visage à la recherche de réponses que je n'étais pas prête à donner. Le silence entre nous était lourd, chargé de non-dits et de peurs inavouées. Je sentais que je devais dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser cette tension insupportable. « Sarah, c'est ton mariage. Tu devrais être à l'intérieur, en train de célébrer avec Théo et tous vos invités, dis-je d'une voix que je voulais ferme mais qui tremblait malgré moi. Elle secoua la tête, ses boucles blondes dansant dans la brise légère du soir. Élodie, je ne peux pas faire la fête en sachant que quelque chose ne va pas. Tu fais partie de la famille maintenant, que Lucas le veuille ou non. Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, me touchèrent profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que quelqu'un se souciait vraiment de moi, au-delà des apparences et des convenances sociales. Mes yeux s'emplirent de larmes que je ne pouvais plus retenir. Sarah me prit doucement dans ses bras, faisant attention à mon ventre proéminent. Ce geste de tendresse brisa les dernières barrières que j'avais érigées autour de mon cœur. Les sanglots que j'avais retenus pendant si longtemps explosèrent enfin, secouant tout mon corps. « Oh, Élodie » murmura Sarah, me berçant doucement. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Entre deux hoquets, je commençai à lui raconter. Les mots sortaient de ma bouche comme un torrent, emportant avec eux des mois de souffrance et de solitude. Je lui parlais des insultes, des humiliations quotidiennes, de la façon dont Lucas me faisait sentir que je n'étais rien de plus qu'un fardeau pour lui et sa famille. Et puis, finalement, je lui avouai ce qui venait de se passer dans les toilettes du château. Sarah m'écoutait en silence, son visage passant de la surprise à l'horreur, puis à une colère froide que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Quand j'eus fini de parler, elle prit mon visage entre ses mains, me forçant à la regarder dans les yeux. « Écoute-moi bien, Élodie. Ce que Lucas te fait subir est inacceptable. Tu ne mérites pas ça, personne ne le mérite. Il faut que tu partes, que tu te mettes en sécurité, toi et ton bébé. » Ces paroles, bien qu'empreintes de bonté, me firent paniquer. Partir ? Mais pour aller où ? Je n'avais nulle part où aller, personne vers qui me tourner. Ma famille était loin, et j'avais perdu contact avec la plupart de mes amis depuis mon mariage avec Lucas. Je ne peux pas, Sarah, balbutiai-je. Je n'ai nulle part où aller. Et puis, c'est ton mariage. Je ne veux pas gâcher. Elle m'interrompit d'un geste de la main. Ne t'inquiète pas pour le mariage. Ta sécurité est bien plus importante que n'importe quelle cérémonie. À ce moment-là, nous entendîmes des voix s'approcher.
Mon cœur se serra en reconnaissant celle de Lucas, légèrement pâteuse à cause de l'alcool. Sarah réagit rapidement, me poussant derrière un bosquet tout proche. « Reste ici, chuchota-t-elle. Je vais m'occuper de lui. » Je me tapis dans l'ombre des arbustes, mon cœur battant la chamade. De ma cachette, je pouvais voir Lucas s'approcher de Sarah, accompagné de Théo et de quelques autres invités. « Ah, Sarah! Qu'est-ce que tu fais dehors ?» demanda Lucas, sa voix faussement joviale. Sarah se redressa, adoptant une posture que je ne lui connaissais pas. Elle semblait soudain plus grande, plus imposante. « Je prenais l'air », répondit-elle d'un ton glacial. « Et je réfléchissais à la meilleure façon de te dire à quel point tu me dégoûtes, Lucas. » Un silence choqué s'abatte. Hit sur le groupe. Lucas, pris de court, bégaya « Que, quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je parle de la façon dont tu traites ta femme, espèce de lâche, cracha Sarah. Comment oses-tu lever la main sur elle ? Et qui plus est, le jour de notre mariage ? Théo s'avança, l'air confus et inquiet. Sarah, de quoi tu parles ? Lucas n'a rien fait de. Tais-toi, Théo, l'interrompit Sarah. Ton frère est un monstre. Il maltraite Élodie depuis des mois, et ce soir, il l'a frappée dans les toilettes du château. Les invités commencèrent à murmurer entre eux, jetant des regards méfiants à Lucas. Celui-ci, sentant qu'il perdait le contrôle de la situation, tenta de se défendre. C'est n'importe quoi. Élodie invente tout ça pour attirer l'attention. Vous la connaissez, elle a toujours été. Tais-toi. La voix de Sarah claqua comme un fouet. J'ai vu les marques sur son visage. J'ai entendu sa peur. Tu ne peux plus mentir, Lucas. De ma cachette, je regardais la scène se dérouler, partagée entre la peur et un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois, quelqu'un prenait ma défense, exposait au grand jour ce que j'avais enduré en silence pendant si longtemps. Théo, visiblement secoué par les révélations de Sarah, se tourna vers son frère. Lucas, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Lucas, acculé, laissa tomber son masque de bonhomie. Son visage se tordit en une grimace de colère. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut vous faire, hein ? C'est ma femme, je fais ce que je veux avec elle. Ces mots, prononcés avec tant de haine et de mépris, firent l'effet d'une bombe. Les invités reculèrent, choqués par la violence de sa déclaration. Théo, lui, resta figé sur place, comme s'il voyait son frère pour la première fois. C'est alors que je décidai de sortir de ma cachette. Je ne pouvais plus rester là, à les laisser se battre pour moi. Il était temps que je prenne ma vie en main, que je fasse face à Lucas une bonne fois pour toutes. Quand j'émergeai des buissons, tous les regards se tournèrent vers moi. Je vis la surprise, puis la colère s'allumer dans les yeux de Lucas. Mais pour une fois, je ne baissai pas les yeux. Je me tins droite, une main protectrice sur mon ventre, l'autre serrée en un point déterminé. C'est vrai, dis-je d'une voix claire et ferme. Tout ce que Sarah a dit est vrai. Lucas me maltraite depuis des mois. Il m'insulte, me rabaisse, et maintenant, il en est venu au cou. Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Lucas, fou de rage, fit un pas vers moi. Espèce de... Mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, Théo s'interposa. D'un geste vif, il saisit le bras de son frère, le tordant dans son dos. Ça suffit, Lucas. Tu ne la toucheras plus jamais. Lucas se débattit, mais Théo le maintenait fermement. Lâche-moi. Tu ne comprends pas, elle ment. Elle essaie juste de... Arrête, le coupa Théo, la voix tremblante de colère contenue. J'ai vu comment tu la regardais ce soir. J'ai vu la peur dans ses yeux. J'aurais dû comprendre plus tôt, j'aurais dû faire quelque chose. Pendant que Théo maîtrisait Lucas, Sarah s'approcha de moi, passant un bras protecteur autour de mes épaules. Ça va aller maintenant, Élodie. Tu n'es plus seule. Ces mots, si simples et pourtant si puissants, me firent fondre en larmes. Toute la tension, la peur et la solitude que j'avais accumulées ces derniers mois semblaient se dissoudre dans ces larmes libératrices. L'un des invités, un homme d'une 50aine d'années à l'allure distinguée, s'avança. « J'ai appelé la police », annonça-t-il. « Ils seront là dans quelques minutes. »
Lucas, entendant cela, redoubla d'efforts pour se libérer. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma femme, c'est une affaire privée. Plus maintenant, répliqua l'homme. La violence conjugale est un crime, Lucas. Tu vas devoir répondre de tes actes. Les minutes qui suivirent furent surréalistes. Les invités du mariage, qui quelques heures plus tôt riaient et dansaient insouciamment, formaient maintenant un cercle autour de nous, témoins silencieux de la fin brutale de mon mariage. Quand les sirènes de police se firent entendre au loin, je sentis un mélange de soulagement et d'appréhension m'envahir. Que allait-il se passer maintenant ? Comment allais-je m'en sortir, seule et enceinte ? Comme si elle lisait dans mes pensées, Sarah serra ma main. Tu vas venir chez nous, Élodie. Nous avons une chambre d'amis, tu y seras en sécurité le temps de te retourner. Je la regardai, stupéfaite par sa générosité. Mais, c'est votre nuit de noces. Je ne peux pas. Théo, qui avait confié Lucas à 2 invités costauds en attendant l'arrivée de la police, nous rejoignit. Sarah a raison, dit-il doucement. Nous ne te laisserons pas seule dans un moment pareil. Tu fais partie de la famille, Élodie, quoi qu'en dise mon imbécile de frère. Les voitures de police arrivèrent, leurs gyrophares bleus illuminant la nuit. 2 officiers s'approchèrent, l'air grave. L'un d'eux, une femme d'une 40aine d'années au regard bienveillant, vint vers moi. « Madame, je suis le lieutenant Dubois. On nous a appelés pour un cas de violence conjugale. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» Pendant que je faisais ma déposition, je vis du coin de l'œil Lucas être menotté et emmené vers une voiture de police. Nos regards se croisèrent un bref instant. Dans ses yeux, je ne vis ni remords ni regrets, juste une colère froide qui me fit frissonner. Quand tout fut terminé, quand les invités commencèrent à partir et que le château se vida peu à peu, je me retrouvai assise sur un banc dans le jardin, épuisée mais étrangement sereine. Sarah et Théo étaient à mes côtés, silencieux mais présents. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or. C'était un nouveau jour qui se levait, et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que c'était aussi un nouveau départ pour moi. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» murmurai-je, plus pour moi-même que pour mes compagnons. Sarah prit ma main dans la sienne. « Tu vas te reposer, d'abord. Ensuite, nous t'aiderons à te reconstruire. Tu n'es pas seule, Élodie. Plus jamais. » Théo acquiesça solennellement. « Nous serons là à chaque étape. Pour toi, et pour le bébé. » Alors que nous nous levions pour partir, je jetai un dernier regard au château qui avait été le théâtre de cette nuit tumultueuse. J'avais l'impression qu'une page se tournait, que je laissais derrière moi non seulement Lucas, mais aussi la femme effacée et soumise que j'étais devenue à ses côtés. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il me semblait plein de promesses plutôt que de menaces. J'avais trouvé des alliés inattendus, et avec leur aide, j'étais prête à affronter ce que la vie me réservait. Alors que nous montions dans la voiture de Théo, je sentis mon bébé bouger dans mon ventre. Je posai ma main sur mon abdomen, un petit sourire aux lèvres. « Nous allons nous en sortir, mon petit, murmurai-je. Ensemble, nous allons construire une nouvelle vie. Une vie meilleure. » Et tandis que la voiture s'éloignait du château, je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. La route serait longue et probablement difficile, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais de l'espoir. Et cet espoir valait plus que tous les châteaux du monde. Le trajet en voiture se fit dans un silence pesant. Théo conduisait, les yeux rivés. Sur la route, tandis que Sarah, assise à l'arrière avec moi, me tenait la main, son pouce traçant des cercles réconfortants sur ma paume. Le paysage défilait à travers la vitre, les premières lueurs de l'aube donnant au monde extérieur une teinte surréaliste qui correspondait parfaitement à mon état d'esprit. Nous arrivâmes finalement devant une jolie maison de banlieue, nichée au cœur d'un quartier paisible. C'était là que Théo et Sarah avaient prévu de commencer leur vie de couple marié. Je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité à l'idée de m'imposer lors de ce qui aurait dû être leur nuit de noces. « Ne t'inquiète pas, » murmura Sarah, comme si elle lisait dans mes pensées. « Nous sommes heureux de t'avoir avec nous. » Théo coupa le moteur et se tourna vers nous. Son visage portait les marques de la fatigue et de l'inquiétude. « Bienvenue chez nous, Élodie. Ce n'est pas grand-chose, mais tu y seras en sécurité. » Nous entrâmes dans la maison,
et je fus immédiatement frappée par la chaleur qui s'en dégageait. Des photos de Théo et Sarah ornaient les murs, témoignant de leur amour et de leur complicité. C'était tout ce que mon mariage avec Lucas n'avait jamais été. Sarah me conduisit à la chambre d'amis, une pièce confortable aux murs bleu pâle. « Repose-toi, dit-elle doucement. Nous parlerons de tout ça plus tard. » Je m'allongeai sur le lit, épuisée physiquement et émotionnellement. Malgré le tourbillon de pensées qui agitait mon esprit, je sombrai rapidement dans un sommeil profond et sans rêve. Quand je me réveillai, le soleil était déjà haut dans le ciel. Il me fallut un moment pour me rappeler où j'étais et pourquoi. Les événements de la nuit précédente me revinrent en mémoire, provoquant une vague de nausées que je réprimais difficilement. Je me levai lentement, prenant le temps d'étirer mon corps endolori. Mon reflet dans le miroir de la commode me fit grimacer. J'avais les yeux gonflés, les cheveux en bataille, et ma robe de la veille était froissée. Mais ce qui me frappa le plus, c'était l'expression de mon regard. Pour la première fois depuis longtemps, je ne voyais plus la peur qui y avait élu domicile. À la place, il y avait une lueur de détermination, fragile mais bien présente. Je sortis de la chambre et me dirigeai vers la cuisine, d'où provenaient des bruits de conversation. Théo et Sarah étaient assis à la table, en train de discuter à voix basse. Ils se turent à mon approche, levant vers moi des regards inquiets. « Bonjour, dis-je d'une voix encore rauque de sommeil. Quelle heure est-il ? » Presque midi, répondit Sarah en se levant pour me servir une tasse de café. Tu avais besoin de repos. Je m'assis à la table, enveloppant la tasse chaude de mes mains comme si elle pouvait me protéger du monde extérieur. Merci, murmurai-je. Pour tout. Théo secoua la tête. Tu n'as pas à nous remercier, Élodie. Nous aurions dû voir ce qui se passait bien plus tôt. Je suis désolée de ne pas avoir compris. Je levai les yeux vers lui, surprise par la culpabilité que je lisais sur son visage. Ce n'est pas de ta faute, Théo. Lucas, il savait bien cacher les choses. Un silence s'installa, chacun perdu dans ses pensées. Ce fut Sarah qui le rompit finalement. Élodie, nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. La police va probablement vouloir te revoir pour compléter ta déposition. Je sentis mon estomac se nouer à cette idée. Affronter Lucas avait été une chose, mais l'idée de devoir tout raconter en détail à des étrangers me terrifiait. Je ne sais pas si je peux faire ça, balbutiai-je. Tu n'es pas obligé de le faire tout de suite, dit doucement Théo. Mais il faudra le faire à un moment donné si tu veux que Lucas soit puni pour ce qu'il t'a fait. Je savais qu'il avait raison, mais l'idée même me paralysait. Comment pourrais-je mettre des mots sur des mois de souffrance et d'humiliation ? C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée retentit, nous faisant tous sursauter. Théo se leva pour aller ouvrir, tandis que Sarah posait une main réconfortante sur mon bras. J'entendis des voix dans l'entrée, puis des pas qui se rapprochaient. Quand Théo revint dans la cuisine, il était accompagné d'un homme que je ne connaissais pas. Grand, dans la cinquantaine, il dégageait une aura d'autorité naturelle qui me fit instinctivement me redresser sur ma chaise. « Élodie, dit Théo, je te présente Monsieur Lefebvre. » Il est le PDG de l'entreprise où travaille Théo, l'interrompit l'homme en s'avançant vers moi, la main tendue. « Mais aujourd'hui, je suis ici à titre personnel. » Je serrai sa main, confuse. Que faisait le patron de Théo ici ? Et pourquoi me regardait-il avec tant d'intensité ? Monsieur Lefebvre prit une chaise et s'assit en face de moi. Son regard ne me quittait pas, comme s'il cherchait quelque chose dans mes traits. « Élodie, commença-t-il d'une voix douce, je sais que ce que je vais vous dire va vous sembler incroyable, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. » J'acquiesçai, de plus en plus intrigué. « Il y a 28 ans, poursuivit-il, j'ai eu une brève liaison avec une femme nommée Marie Durand. Nous étions jeunes, insouciants, et quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai paniqué. Je lui ai donné de l'argent pour régler le problème, et je suis partie. Mon cœur se mit à battre plus fort. Marie Durand était le nom de ma mère. Ce n'est que des années plus tard que j'ai appris qu'elle avait gardé l'enfant. Une fille. J'ai essayé de la retrouver, mais Marie avait disparu. J'ai engagé des détectives privés, j'ai remué ciel et terre, mais je n'ai jamais réussi à les localiser. » Il fit une pause, ses yeux brillant d'une émotion contenue. « Jusqu'à hier soir,
quand je vous ai vu au mariage de Théo. Vous êtes le portrait craché de votre mère au même âge. Je restais figée, incapable de parler, de bouger, même de respirer. Les mots de Monsieur Lefebvre résonnaient dans ma tête, bouleversant tout ce que je croyais savoir sur mon passé. « Élodie, dit-il doucement, je suis votre père. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Je fixais cet homme, ce stranger qui prétendait être mon père, cherchant dans ses traits une ressemblance avec les miens. Et je la trouvai. La forme de ses yeux, la courbe de son nez, la ligne de sa mâchoire, c'était comme regarder une version plus âgée et masculine de moi-même. « C'est impossible, murmurai-je finalement. Ma mère m'a toujours dit que mon père était mort avant ma naissance. » Monsieur Lefebvre hocha tristement la tête. Je comprends pourquoi elle a dit ça. Ce que j'ai fait, c'était lâche et impardonnable. Je ne méritais pas d'être votre père. Je sentis des larmes couler sur mes joues, sans même m'en rendre compte. Toute ma vie, j'avais cru que mon père était un héros tragique, mort trop tôt. Découvrir qu'il était en réalité un homme qui avait abandonné ma mère était un choc que je n'étais pas préparée à encaisser. Sarah, qui était restée silencieuse jusque-là, prit ma main dans la sienne. « Élodie, je sais que c'est beaucoup à assimiler. Si tu veux qu'il parte. » Je secouai la tête. Malgré le choc et la confusion, une partie de moi voulait en savoir plus. Voulait comprendre. « Pourquoi maintenant ?» demandai-je à Monsieur Lefebvre. « Pourquoi venir me voir maintenant, après toutes ces années ?» Il soupira profondément. « Quand je vous ai vu hier soir, j'ai su immédiatement qui vous étiez. Et puis, j'ai vu ce qui s'est passé avec V. Votre mari. J'ai vu la façon dont il vous traitait, et ça m'a rappelé ma propre lâcheté il y a toutes ces années. Je ne pouvais pas rester sans rien faire cette fois. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Cet homme, ce père que je n'avais jamais connu, avait été témoin de mon humiliation. Une partie de moi voulait le rejeter, lui dire de partir et de ne jamais revenir. Mais une autre partie, une partie que je ne connaissais pas, se sentait étrangement soulagée. Comme si un vide que j'avais toujours porté en moi commençait enfin à se combler. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demandai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Monsieur Lefebvre se pencha en avant, ses yeux plongés dans les miens. « Je veux vous aider, Élodie. Je sais que je n'ai aucun droit de débarquer dans votre vie comme ça, mais je veux essayer de rattraper toutes ces années perdues. Si vous me le permettez, bien sûr. » Je restai silencieuse, pesant ces mots. Pouvais-je faire confiance à cet homme ? Pouvais-je lui donner une chance alors qu'il m'avait abandonnée avant même ma naissance ? Mais alors que je réfléchissais, je réalisais quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j'avais le choix. Le choix d'accepter ou de rejeter cet homme. Le choix de lui donner une chance ou de lui tourner le dos. Et ce choix, cette liberté de décider pour moi-même, c'était quelque chose que Lucas ne m'avait jamais accordé. Je pris une profonde inspiration. « Je ne peux rien vous promettre, dis-je lentement. Mais, je suis prête à essayer. À vous connaître. » Le visage de Monsieur Lefebvre s'illumina d'un sourire qui me rappela étrangement celui que je voyais parfois dans le miroir. « C'est plus que je n'osais espérer, dit-il doucement. Merci, Élodie. » Théo et Sarah échangèrent un regard, puis Théo se racla la gorge. « Monsieur Lefebvre, peut-être pourriez-vous nous aider ? Élodie va avoir besoin de soutien pour porter plainte contre Lucas et... » Bien sûr, l'interrompit Monsieur Lefebvre. Je mettrai mes avocats à sa disposition. Personne ne fera de mal à ma fille sans en subir les conséquences. Ces mots, prononcés avec tant de conviction, me firent frissonner. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais protégée. En sécurité. Alors que la conversation se poursuivait autour de moi, je posai une main sur mon ventre, sentant les mouvements de mon bébé. « On dirait que les choses vont changer pour nous, mon petit, murmurai-je. Peut-être que finalement, nous aurons droit à notre happy ending. » Et pour la première fois depuis des mois, je me surpris à sourire. Un vrai sourire, plein d'espoir et de promesses pour l'avenir. Les jours qui suivirent passèrent dans un tourbillon d'émotions et de découvertes. Monsieur Lefebvre, non, mon père, je devais m'habituer à l'appeler ainsi, tint sa promesse. Il mit à ma disposition une équipe d'avocats chevronnés pour m'aider à porter plainte contre Lucas et à entamer une procédure de divorce.
Chaque matin, je me réveillais avec un mélange d'appréhension et d'espoir. L'appréhension venait de l'incertitude de ma situation, de la peur que Lucas puisse d'une manière ou d'une autre revenir dans ma vie. Mais l'espoir, lui, grandissait chaque jour un peu plus, nourri par le soutien de Théo, Sarah et de mon père nouvellement retrouvé. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine de Théo et Sarah, mon père arriva, un dossier sous le bras et une expression déterminée sur le visage. « Bonjour Élodie, dit-il en s'asseyant en face de moi. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Je posai ma tasse de thé, réfléchissant à la question. Mieux, je crois. Les nausées du matin commencent à s'estomper. Il hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. C'est une bonne nouvelle. Écoute, j'ai quelque chose à te montrer. Il ouvrit le dossier qu'il avait apporté et en sortit une liasse de documents. J'ai fait quelques recherches sur Lucas, commença-t-il. Et ce que j'ai trouvé, eh bien, disons que ça ne joue pas en sa faveur. Je sentis mon cœur s'accélérer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mon père prit une profonde inspiration. Il semble que Lucas ait eu des problèmes similaires dans le passé. Avant de t'épouser, il a eu une relation avec une femme nommée Claire. Elle a porté plainte contre lui pour violence conjugale, mais a retiré sa plainte sous la pression de la famille de Lucas. Je restai bouche bée, assimilant cette nouvelle information. Je ne savais pas, murmurai-je. Ce n'est pas tout, poursuivit mon père. J'ai aussi découvert que Lucas a des dettes de jeu importantes. Il semble qu'il ait utilisé une partie de l'argent de l'entreprise familiale pour les rembourser. Ces révélations me frappèrent comme un coup de poing. L'homme que j'avais épousé, l'homme que je croyais connaître, n'était qu'un tissu de mensonges et de secrets. « Pourquoi me dis-tu tout ça ?» demandai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Mon père posa sa main sur la mienne. « Parce que je veux que tu comprennes que rien de tout ça n'est de ta faute, Élodie. Lucas est un manipulateur, un homme violent qui a réussi à tromper tout le monde, pas seulement toi. » Ces mots, bien qu'ils visent à me réconforter, ouvrirent les vannes de mes émotions. Les larmes que j'avais retenues depuis des jours commencèrent à couler librement sur mes joues. J'aurais dû le savoir, sanglotai-je. J'aurais dû voir les signes. Mon père se leva et vint s'agenouiller à côté de moi, me prenant dans ses bras. C'était la première fois qu'il me faisait un câlin, et malgré la situation, je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point cela semblait juste. « Tu ne pouvais pas savoir, murmura-t-il. Les manipulateurs comme Lucas sont experts pour cacher leur vraie nature. Mais maintenant, tu es libre de lui. Et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il ne puisse plus jamais te faire de mal. » Nous restâmes ainsi un long moment, mes sanglots s'apaisant peu à peu. Quand je me calmai enfin, mon père se redressa, essuyant une larme qui avait coulé sur sa propre joue. « Il y a autre chose dont je voulais te parler, dit-il doucement. J'ai une maison de campagne, pas très loin d'ici. C'est un endroit calme, loin de tout. Je me disais que peut-être, si tu le souhaites, tu pourrais y aller pour te reposer un peu. Prendre du temps pour toi, loin de toute cette agitation. » L'idée était tentante. Aussi reconnaissante que j'étais envers Théo et Sarah pour leur hospitalité, je commençais à ressentir le besoin d'avoir mon propre espace. Je ne sais pas, hésitai-je. Et si Lucas me trouvait là-bas ? Mon père secoua la tête. C'est impossible. Personne ne connaît l'existence de cette maison à part moi. Et j'embaucherai un garde du corps pour veiller sur toi si ça peut te rassurer. Je réfléchis un moment. L'idée d'être seule m'effrayait un peu, mais en même temps, j'avais besoin de temps pour digérer tout ce qui m'était arrivé ces derniers jours. D'accord, dis-je finalement. J'aimerais bien y aller. Le visage de mon père s'illumina. Parfait. Je vais tout organiser pour que tu puisses y aller dès demain si tu veux. Le lendemain matin, après avoir fait mes adieux à Théo et Sarah en leur promettant de rester en contact, je montai dans la voiture de mon père. Le trajet jusqu'à la maison de campagne se fit dans un silence confortable, ponctué de quelques conversations légères sur la météo ou le paysage. Quand nous arrivâmes enfin, je fus époustouflée. La maison de campagne était en réalité un magnifique manoir du XIXe siècle, entouré d'un vaste jardin bien entretenu. C'est magnifique, murmurai-je, émerveillé. Mon père sourit, visiblement heureux de ma réaction.
Je suis content que ça te plaise. Viens, je vais te faire visiter. L'intérieur était tout aussi impressionnant que l'extérieur. Des meubles anciens côtoyaient des équipements modernes, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et luxueuse. Mon père me montra ma chambre, une suite spacieuse avec vue sur le jardin, puis m'emmena dans le salon. « Écoute, Élodie, dit-il en s'asseyant sur l'un des canapés. Je sais que tout ça est nouveau pour toi. Que je suis nouveau pour toi. Je veux que tu saches que je ne m'attends à rien. Tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin pour t'adapter, pour réfléchir à ce que tu veux pour l'avenir. » Je m'assis en face de lui, touché par sa considération. « Merci, dis-je doucement. C'est vrai que tout ça est un peu surréaliste. Il y a encore tellement de choses que j'ignore sur toi, sur ma mère, sur votre histoire. » Mon père hocha la tête, une lueur de tristesse dans les yeux. « Je sais. Et je suis prêt à répondre à toutes tes questions, quand tu te sentiras prête à les poser. » Un silence s'installa entre nous, mais pour une fois, ce n'était pas un silence gêné. C'était un silence plein de promesses, d'espoir pour l'avenir. « Tu sais, dit finalement mon père, quand j'ai appris que ta mère était enceinte, j'ai paniqué. J'étais jeune, ambitieux, je pensais que devenir père ruinerait tous mes projets. Mais maintenant, je réalise que c'était la plus grande erreur de ma vie. Pas ta naissance, bien sûr, mais le fait de ne pas avoir été là pour toi. » Je sentis les larmes me monter aux yeux. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me retrouver avant ?» Il soupira profondément. « J'ai essayé. Quand j'ai finalement réalisé mon erreur, des années plus tard, j'ai engagé des détectives pour vous retrouver, ta mère et toi. Mais elle avait bien couvert ses traces. Je suppose qu'elle ne voulait pas que je fasse partie de ta vie. » Je repensais à ma mère, à la façon dont elle avait toujours évité le sujet de mon père. « Elle m'a toujours dit que tu étais mort avant ma naissance, murmurai-je. » Mon père ferma les yeux, visiblement blessé par cette révélation. « Je comprends pourquoi elle a fait ça. Ce que j'ai fait, c'était impardonnable. Et pourtant, me voilà, dis-je doucement. Prête à essayer de te pardonner. » Il rouvrit les yeux, me regardant avec une intensité qui me troubla. « Tu es extraordinaire, Élodie. Bien plus forte que je ne l'ai jamais été. » Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru possible. Pendant si longtemps, j'avais cru que j'étais faible, que je méritais le traitement que Lucas m'infligeait. Entendre mon père me dire que j'étais forte, c'était comme si une partie de moi, longtemps enfouie, commençait à renaître. « Je ne me sens pas très forte, admis-je. Mais j'essaie de le devenir. Pour moi, et pour mon bébé. » Mon père se leva et vint s'asseoir à côté de moi. « Tu es déjà forte, Élodie. Tu as survécu à des choses que personne ne devrait avoir à endurer. Et maintenant, tu es là, prête à recommencer, à donner une chance à un père qui ne le mérite peut-être pas. Ça, c'est de la force. » Je posai ma tête sur son épaule, laissant ses mots m'envelopper comme une couverture réconfortante. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité, aimée, valorisée. « Alors, dit mon père après un moment, qu'est-ce que tu aimerais faire pendant ton séjour ici ? » Je réfléchis un instant. J'aimerais apprendre à te connaître. Et peut-être que tu pourrais m'aider à redécouvrir qui je suis, qui je veux être. Il sourit, ses yeux brillants d'émotion. Rien ne me ferait plus plaisir, ma chérie. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le salon d'une lumière dorée, je réalisais que pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de voir ce que l'avenir me réservait. Le chemin serait long et sans doute difficile, mais je n'étais plus seule. J'avais une famille, un soutien, et surtout, j'avais l'espoir. Et avec ça, je savais que je pouvais affronter n'importe quoi. Les semaines passèrent, se transformant en mois. Le temps semblait s'écouler différemment dans cette maison de campagne, loin du tumulte de ma vie d'avant. Chaque jour apportait son lot de petites victoires, un sourire spontané, une nuit sans cauchemar, la sensation grandissante de sécurité. Mon père, fidèle à sa parole, était présent sans être envahissant. Nos conversations, d'abord maladroites et hésitantes, devenaient de plus en plus naturelles. Je découvrais un homme complexe, avec ses forces et ses faiblesses, loin de l'image idéalisée du père absent que j'avais construite dans mon esprit d'enfant. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse,
savourant la douceur du soleil printanier, mon père arriva, le visage grave. « Élodie, dit-il en s'asseyant en face de moi, j'ai des nouvelles concernant Lucas. » Je sentis mon cœur s'accélérer. Malgré les mois passés, le simple fait d'entendre son nom suffisait encore à me mettre mal à l'aise. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, essayant de garder une voix ferme. Mon père prit une profonde inspiration. Le procureur a décidé de poursuivre Lucas pour violence conjugale, fraude financière et plusieurs autres chefs d'accusation. Le procès commence la semaine prochaine. Je restai silencieuse un moment, assimilant l'information. Une partie de moi était soulagée que justice soit enfin rendue, mais une autre partie redoutait de devoir revivre tous ces moments douloureux. Est-ce que je devrais témoigner ?» demandai-je finalement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Mon père hocha lentement la tête. « Oui, ma chérie. Ton témoignage sera crucial. Mais je te promets que tu ne seras pas seule. Je serai là, ainsi que nos avocats. Et Théo et Sarah ont également proposé de venir te soutenir. » Je sentis les larmes me monter aux yeux, touchée par tant de soutien. « D'accord, dis-je en prenant une profonde inspiration. Je le ferai. Pour moi, pour mon bébé, et pour toutes les autres femmes qui pourraient tomber entre ses griffes si on ne l'arrête pas. » Mon père me regarda avec fierté. « Tu es si courageuse, Élodie. Je suis tellement fière de toi. » Les jours qui suivirent furent intenses. Je passai des heures avec les avocats, préparant mon témoignage, revivant chaque moment douloureux de mon mariage avec Lucas. C'était épuisant émotionnellement, mais d'une certaine manière, c'était aussi cathartique. Chaque fois que je racontais mon histoire, je sentais un peu plus le poids de la culpabilité et de la honte s'alléger de mes épaules. Le jour du procès arriva enfin. Le palais de justice de Paris était imposant, ses colonnes de pierre semblant me narguer alors que je montais les marches, mon père d'un côté, Sarah de l'autre. Théo nous suivait, une présence rassurante. À l'intérieur, l'atmosphère était étouffante. Je sentis tous les regards se tourner vers moi lorsque nous entrâmes dans la salle d'audience. Et puis, je le vis. Lucas, assis à côté de son avocat, l'air pâle et défait dans son costume sombre. Nos regards se croisèrent un bref instant, et je fus surprise de ne plus ressentir la peur qui m'avait si longtemps paralysée. À la place, je ne ressentais que de la pitié pour cet homme brisé. Le procès commença. Les avocats présentèrent leurs arguments, les témoins se succédèrent à la barre. J'écoutais, le cœur serré, les témoignages de Claire, l'ex-petite amie de Lucas, et de plusieurs employés de l'entreprise familiale qui confirmaient les malversations financières. Et puis, ce fut mon tour. Lorsque je fus appelée à la barre, je sentis mes jambes trembler. Mais en croisant le regard encourageant de mon père, je puisai en moi une force que je ne me connaissais pas. Je commençai à parler, ma voix d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée. Je racontais tout, les insultes, les humiliations, les coups. Je décrivis la peur constante dans laquelle j'avais vécu, la façon dont Lucas avait systématiquement détruit mon estime de moi. Et puis, je parlais de cette nuit du mariage, de la violence qui avait finalement éclaté au grand jour. Pendant tout mon témoignage, je refusais de regarder Lucas. Je gardais mes yeux fixés sur mon père, puisant dans sa présence la force de continuer. Quand j'eus fini, un silence pesant régnait dans la salle. Je vis des larmes dans les yeux de certains jurés, et même le juge semblait ému. L'avocat de Lucas tenta de me déstabiliser lors du contre-interrogatoire, insinuant que j'exagérais, que j'étais une femme instable qui cherchait à se venger. Mais je restai ferme, ne me laissant pas intimider. Chaque fois qu'il essayait de me faire douter, je me rappelais que je n'étais plus cette femme effrayée et soumise. J'étais forte, j'étais une survivante. Après ce qui sembla être une éternité, le procès toucha à sa fin. Les plaidoiries finales furent prononcées, et le jury se retira pour délibérer. L'attente fut interminable. Je restais assise entre mon père et Sarah, leurs mains serrant les miennes, puisant du réconfort dans leur présence. Finalement, après plusieurs heures, le jury revint. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que toute la salle pouvait l'entendre. Le président du jury se leva, son visage grave. Dans l'affaire opposant le ministère public à Lucas Dubois, nous, membres du jury, déclarons l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation.
Un brouhaha s'éleva dans la salle. Je restai figé, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. C'est seulement quand mon père me serra dans ses bras que je laissai enfin couler mes larmes. Des larmes de soulagement, de libération. Le juge prononça la sentence, 10 ans de prison ferme pour Lucas, ainsi qu'une interdiction à vie de me contacter ou de s'approcher de moi ou de notre enfant. C'était fini. Vraiment fini. Alors que nous quittions le palais de justice, une nuée de journalistes nous attendait. Les flashs crépitaient, les questions fusaient de toutes parts. Mon père me guida à travers la foule, me protégeant des regards indiscrets. Une fois dans la voiture, je laissai enfin retomber la tension. « C'est terminé », murmurai-je, encore incrédule. Mon père me serra la main. « Oui, ma chérie. C'est terminé. Tu es libre maintenant. » Sur le chemin du retour vers la maison de campagne, je restai silencieuse, perdue dans mes pensées. Une page de ma vie venait de se tourner, et une nouvelle s'ouvrait devant moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Les médias s'emparèrent de l'affaire, faisant de moi malgré moi le symbole de la lutte contre les violences conjugales. Je reçus des centaines de messages de soutien, de femmes qui se reconnaissaient dans mon histoire et qui y puisaient la force de sortir de leur propre situation d'abus. Un soir, alors que je me promenais dans le jardin, mon père me rejoignit. Il avait l'air préoccupé. « Élodie, dit-il doucement, j'ai quelque chose à te proposer. » Je le regardai, intrigué. « Qu'est-ce que c'est ?» Il prit une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À toi, à ton histoire, à toutes ces femmes qui vivent ce que tu as vécu. Et je me suis dit, et si on pouvait faire quelque chose pour les aider ? Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. J'aimerais créer une fondation, poursuivit-il. Une fondation qui aiderait les femmes victimes de violences conjugales. Qui leur offrirait un refuge, un soutien juridique et psychologique. Et j'aimerais que tu en sois la présidente. Je restai bouche bée, surprise par cette proposition inattendue. Moi ? Mais je ne sais rien du fonctionnement d'une fondation. Mon père sourit. Tu as quelque chose de bien plus important que des connaissances techniques. Tu as l'expérience, la compassion, et maintenant, la force de quelqu'un qui a survécu et qui s'est reconstruite. Tu pourrais être une source d'inspiration pour tant de femmes. Je réfléchis un moment. L'idée était intimidante, mais en même temps, excitante. C'était l'opportunité de transformer ma douleur en quelque chose de positif, de donner un sens à tout ce que j'avais traversé. D'accord, dis-je finalement. Je veux le faire. Je veux aider ces femmes comme j'aurais aimé qu'on m'aide. Le visage de mon père s'illumina. Je suis si fière de toi, Élodie. Tu vas faire de grandes choses, j'en suis certain. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, une main sur mon ventre où je sentais les mouvements de mon bébé, je réfléchis à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. J'avais traversé l'enfer, mais j'en étais sortie plus forte. J'avais perdu un mari, mais j'avais gagné un père. Et maintenant, j'avais un nouveau but dans la vie. Je pensais à toutes ces femmes qui, comme moi, vivaient dans la peur et la honte. Je pensais à la petite fille que je portais, et au monde dans lequel je voulais qu'elle grandisse. Un monde où aucune femme n'aurait à subir ce que j'avais subi. On va y arriver, ma chérie, murmurai-je à mon bébé. On va changer les choses, toi et moi. Et peut-être qu'un jour, plus aucune femme n'aura à vivre ce que j'ai vécu. Avec cette promesse, je fermai les yeux, prête à affronter ce que l'avenir me réservait. Pour la première fois depuis longtemps, cet avenir me semblait lumineux, plein de possibilités et d'espoir. Les mois qui suivirent le procès furent un tourbillon d'activités. La création de la fondation occupait la majeure partie de mon temps et de mon énergie, mais c'était un travail qui me passionnait. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires qui me remplissaient de fierté. Nous avions choisi d'appeler notre organisation Un Nouveau Départ, un nom qui résonnait profondément en moi. C'était exactement ce que j'avais vécu, et ce que je voulais offrir à d'autres femmes dans des situations similaires. Un matin de printemps, alors que je me préparais pour une réunion importante, je sentis une douleur aiguë dans le bas du ventre. Je respirai profondément, essayant de me calmer, mais la douleur ne fit que s'intensifier.
avec un mélange d'excitation et d'appréhension, je réalisai que le moment était venu. Mon bébé allait naître. J'appelai mon père, qui arriva en un temps record. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut flou, la douleur des contractions occultant tout le reste. Une fois installée dans la chambre d'hôpital, entourée des médecins et des infirmières, je fus saisie d'une peur soudaine. Et si je n'étais pas capable d'être une bonne mère ? Et si les traumatismes de mon passé affectaient ma capacité à aimer cet enfant ? Comme s'il lisait dans mes pensées, mon père prit ma main. « Tu vas y arriver, Élodie, murmura-t-il. Tu es la père. La plus forte que je connaisse. Ce bébé a de la chance de t'avoir comme mère. » Ces mots me donnèrent la force dont j'avais besoin. Les heures qui suivirent furent intenses, douloureuses, mais aussi merveilleuses. Et puis, enfin, j'entendis le premier cri de mon bébé. Une fille. Ma fille. Quand l'infirmière la posa sur ma poitrine, je fus submergée par une vague d'amour si puissante qu'elle me coupa le souffle. Elle était si petite, si parfaite. Ses yeux, quand elle les ouvrit brièvement, étaient d'un bleu profond, comme ceux de mon père. « Bonjour, ma chérie, murmurai-je, les larmes aux yeux. Je suis ta maman. » Mon père, qui observait la scène avec des yeux brillants d'émotion, s'approcha doucement. « Elle est magnifique, Élodie, dit-il d'une voix tremblante. Comment vas-tu l'appeler ? » Je regardai ma fille, réfléchissant. Et puis, je sus. « Espérance, dis-je. Elle s'appelle Espérance. » Mon père sourit, comprenant la signification de ce choix. Espérance, parce qu'elle représentait tout l'espoir que j'avais pour l'avenir. Espérance, parce qu'elle était la preuve vivante que même après les moments les plus sombres, la vie pouvait encore offrir des miracles. Les semaines qui suivirent la naissance d'Espérance furent un mélange de joie intense et d'épuisement total. J'apprenais à être mère, découvrant chaque jour de nouvelles facettes de cet amour inconditionnel que je ressentais pour ma fille. Mon père était d'un soutien inestimable, toujours prêt à m'aider ou à prendre le relais quand j'avais besoin de repos. Malgré les nuits courtes et les journées chargées, je continuais à travailler sur la fondation. Espérance m'accompagnait souvent lors des réunions, dormant paisiblement dans son couffin pendant que nous discutions de stratégie et de projets. Un jour, alors qu'Espérance avait environ 3 mois, nous inaugurâmes le premier refuge de Nouveau Départ. C'était une grande maison en banlieue parisienne, capable d'accueillir une vingtaine de femmes et leurs enfants. L'endroit était lumineux, chaleureux, conçu pour offrir un havre de paix à celles qui fuyaient la violence. Lors de la cérémonie d'ouverture, je me tenais devant une foule de journalistes, de politiciens et de sympathisants, Espérance dans mes bras. Mon père était à mes côtés, ainsi que Théo et Sarah, qui étaient devenus des soutiens précieux de la fondation. Ce refuge, commençai-je, ma voix légèrement tremblante d'émotion, est plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole d'espoir. Un endroit où les femmes pourront trouver la sécurité, le soutien et la force nécessaires pour reconstruire leur vie. Je parlais de mon expérience personnelle, de la façon dont j'étais passée de victime à survivante, puis à militante. Je parlais de toutes ces femmes qui vivaient encore dans la peur et la honte, prisonnières de relations abusives. À toutes ces femmes, je veux dire, vous n'êtes pas seules. Il y a de l'espoir. Il y a une vie après la violence. Et nous sommes là pour vous aider à la construire. Les applaudissements qui suivirent mon discours étaient assourdissants. Je vis des larmes dans les yeux de nombreuses personnes présentes, et je sentis ma propre gorge se serrer d'émotion. Après la cérémonie, alors que je discutais avec quelques invités, une jeune femme s'approcha timidement de moi. Elle avait l'air fragile, ses yeux constamment baissés, son corps tendu comme si elle s'attendait à un coup à tout moment. Je reconnus immédiatement les signes. « Bonjour, dis-je doucement. Je m'appelle Élodie. Et vous êtes ? » « Marie, murmura-t-elle. J'ai lu votre histoire dans les journaux. Je suis dans la même situation que vous avant. » Mon cœur se serra. Je confiai Espérance à mon père et invitai Marie à me suivre dans un coin tranquille. « Racontez-moi, dis-je simplement. » Et Marie parla. Elle me raconta les insultes, les coups, la peur constante. Elle me parla de sa honte, de son sentiment d'impuissance. Et surtout, elle me parla de son désir désespéré de s'en sortir, mais de sa terreur à l'idée de faire le premier pas.
Je l'écoutais attentivement, mon cœur se brisant un peu plus à chacun de ses mots. Quand elle eut fini, je pris ses mains dans les miennes. « Marie, dis-je, ce que vous vivez n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la violence, et vous ne la méritez pas. Personne ne la mérite. » Je vis des larmes couler sur ses joues. « Mais je ne sais pas quoi faire, » sanglota-t-elle. « J'ai peur. Je n'ai nulle part où aller. » « Si, » répondis-je fermement. « Vous avez un endroit où aller maintenant. Ici, nous pouvons vous aider, Marie. Vous pouvez avoir une nouvelle vie, une vie sans violence. » Je lui expliquai comment notre refuge fonctionnait, les différentes formes d'aide que nous pouvions lui apporter. Je lui parlais des conseillers, des avocats, des groupes de soutien. Et surtout, je lui parlais d'espoir. « Ce ne sera pas facile, admis-je. Il y aura des moments difficiles, des doutes, des peurs. Mais je vous promets que ça en vaut la peine. Vous méritez d'être heureuse, Marie. Vous méritez d'être en sécurité. » À la fin de notre conversation, Marie accepta de rester au refuge. Quand je la vis partir avec l'une de nos conseillères, je sentis une vague de gratitude m'envahir. J'avais pu aider quelqu'un. J'avais pu faire une différence. Cette nuit-là, de retour à la maison, je regardais Espérance dormir paisiblement dans son berceau. Je pensais à tout ce qui s'était passé depuis cette terrible nuit du mariage de Théo. J'avais traversé l'enfer, mais j'en étais sortie. J'avais perdu un mari, mais j'avais gagné tellement plus, un père, une fille, un but dans la vie. Mon père entra doucement dans la chambre, me rejoignant près du berceau. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui, » dit-il doucement. « Je suis tellement fière de toi, Élodie. » Je lui souris, reconnaissante. « Merci, papa. Pour tout. Sans toi, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. » Il passa un bras autour de mes épaules. « Tu t'en serais sortie, j'en suis sûre. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. » Nous restâmes ainsi un moment, observant Espérance qui dormait paisiblement, inconsciente du chemin parcouru pour en arriver là. « Tu sais, » dit mon père après un moment, « quand je t'ai vue ce soir-là, au mariage de Théo, j'étais terrifiée. Je venais de te retrouver et j'avais peur de te perdre à nouveau. Mais maintenant, je réalise que ce moment a été le début de quelque chose de merveilleux. » Je hochai la tête, comprenant ce qu'il voulait dire. Cette nuit terrible avait été un tournant dans ma vie, le début d'un long et difficile voyage vers la guérison et la reconstruction. L'avenir me fait encore peur parfois, admis-je. Être mère, diriger la fondation, c'est beaucoup de responsabilités. Mon père serra mon épaule. « Tu n'es pas seule, Élodie. Tu ne le seras plus jamais. Et je sais que tu vas faire des merveilles. » Je regardai à nouveau Espérance, mon cœur débordant d'amour. « Tu as raison, » dis-je doucement. « Nous allons faire des merveilles. Ensemble. » Alors que nous quittions la chambre, laissant Espérance à ses rêves, je sentis une paix profonde m'envahir. Le chemin avait été long et difficile, mais j'étais enfin arrivée. J'étais enfin chez moi. L'avenir était plein de défis, je le savais. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais prête à les affronter. J'avais trouvé ma voie, ma force, mon but. Et avec l'amour de ma fille et le soutien de ma famille, je savais que je pouvais tout accomplir. C'était un nouveau départ, pour moi et pour toutes les femmes que j'allais aider. Et j'étais impatiente de voir ce que l'avenir nous réservait.